Moi, avant de rentrer en école, j'étais pas au courant en fait que le dessin c'était un milieu de garçons. Bonjour tout le monde. On est ensemble pour la 5e table ronde des colérés. Pour expliquer rapidement ce qu'est Décoléré, Décoléré est un projet qui est né durant le confinement. En fait, suite à la lecture notamment excusez-moi, j'arrête pas, de l'Observatoire du ministère de la Culture, où on se rendait compte, au sujet de la parité et compagnie, qui est disponible sur Internet, où on se rendait compte qu'il manquait énormément de pans de la culture. Également, on est dans une période où on parle pas mal de construire le monde d'après. C'est souvent dans ces moments-là où les minorités sont mises à mal ou tout du moins encore moins écoutées que d'habitude. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être la bonne occasion de créer du lien et de monter un projet qui donne la parole aux femmes dans la culture, ou tout du moins à des femmes dans la culture. Ce projet, concrètement, donc, il s'est articulé par une grosse journée d'ouverture sur Clubbing TV avec des femmes dans la musique électronique, puis 6 tables rondes autour de la musique, des arts littéraires, des arts scéniques, les arts visuels. Et puis, ça continuera après dans le temps, notamment avec la cuisine, la sécurité dans la culture, ce genre de choses. J'en profite pour saluer mes collègues, parce que je ne suis pas toute seule là-dessus depuis 10 jours. Donc, je salue Célina et Estelle qui ont développé tout le site internet en un temps record, Canel qui m'épaule sur la production et donc qui était en contact avec vous toutes, Alexandra donc, qui est sur le plateau et qui s'est chargée du graphisme du projet, Diane qui s'occupe de tout ce qui est les contenus et compagnie, et Rémi donc, qui fait toute la post-prod sur les vidéos, et Guillaume qui s'occupe notamment des partenariats et de la presse. Ce projet, on a voulu le faire pour faire un réel état des lieux de ce qu'est être une femme dans les milieux culturels. C'est un projet aussi qu'on aimerait qu'il devienne une base de données pour des chercheurs, des étudiants ou des femmes qui veulent se lancer, même des hommes, enfin n'importe qui souhaite se lancer. Si jamais on peut donner l'envie à des jeunes femmes de passer le cap et d'en faire sa profession, c'est super chouette. Et passer ça, c'était aussi l'occasion d'échanger entre nous toutes. On vient de milieux qui sont pas totalement différents, mais pour certains assez opposés. On n'a pas le temps en général d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et puis avec cette période de confinement, on en profite donc pour un peu se rencontrer et insuffler une énergie positive. Pour la dernière précision, c'est une table ronde qui n'est pas en direct, qui sera diffusée donc d'ici 2 jours, donc ce sera environ le 10 mai. On a décidé volontairement de ne mettre que des femmes sur le plateau, pas parce qu'on veut mettre les hommes sur le côté, mais on estime que pour un premier tour introductif de table ronde, c'était d'abord aux femmes de prendre la parole quant à leur manière de vivre la culture. Je le précise bien pour éviter qu'on vienne me dire que si l'on met les hommes de côté, on reproduit le même schéma. Ce n'est pas le but. Là, déjà, pour l'instant, on offre la parole aux femmes, mais les hommes interviendront dans un second temps. Voilà pour mon introduction. On va commencer par vous présenter chacune. Si vous pouviez donc chacune dire qui vous êtes et comment vous êtes arrivée dans la culture, par quel déclic. Anne, tu veux commencer, s'il te plaît? Donc moi je m'appelle Anne Raffin, je suis décoratrice dans le dessin animé et je suis aussi à côté photographe analogique dans le monde de la musique, graphiste et illustratrice aussi, donc un peu tout ce qui touche à l'image aussi, j'ai fait un peu de vidéo, et militante féministe et LGBT avérée. Donc voilà. J'ai commencé par faire une école de dessin animé et qui était à Nantes, et c'est en y arrivant à Paris en fait que du coup ça se déploie parce que la culture est très active ici, donc ça s'est fait naturellement en fait au fur et à mesure des rencontres. Merci. Louve, est-ce que tu peux te présenter également, s'il te plaît? Yes, du coup je m'appelle Léonore Kamugovorov ou Louve. J'utilise autant les deux prénoms. Je fais de la sculpture, de la performance, un petit peu de photo, mais je suis vraiment plus dans tout ce qui est installation et rapport à l'espace. Je suis également militante féministe et ça se ressent pas mal dans mon travail. Je suis en train de finir mon cursus à l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris. Et voilà, j'essaye de marier mon féminisme avec ma pratique, mais c'est un peu... Personnellement, j'apprécie, mais les remarques qu'on me fait par rapport à ça sont pas totalement tout le temps bienveillantes. Clémentine?
Alors bonjour Clémentine, merci de m'inviter. Donc moi je suis photographe et graphiste. J'ai fait des études d'art et de photo. Donc j'ai travaillé quelques années en studio. J'ai assisté des photographes. J'ai travaillé aussi un peu dans le domaine de l'art, notamment en galerie. Aujourd'hui je suis photographe freelance et je travaille donc principalement dans le domaine de la mode événementielle. J'ai monté le collectifié en 2018 avec Jeanne Bonnier. Là, on propose plutôt des expositions thématiques et pluridisciplinaires. En parallèle, donc, j'ai mon travail personnel là, qui utilise plus la photographie comme un matériau. Donc, je fais du photomontage. Donc, j'ai un gros travail de prise de vue et aussi de recherche. Et après, je travaille sur des espèces de petites compositions surréalistes. Et je travaille principalement du coup, sur la question du regard, sur la représentation du corps des femmes dans l'art. Et, ouais, principalement aussi sur la question du corps, qui est un espèce de vecteur puissant de récits imaginaires et fantasmagoriques. Et également, je m'intéresse aussi à la culture du viol. Voilà. Merci. Alexandra? Ouais, alors salut, moi c'est Alexandra, je suis illustratrice, tatoueuse et cofondatrice du salon queer féministe, le Velvet Moon Tattoo, qui est situé dans un lieu associatif qui s'appelle le Velvet Moon. Puis voilà, moi mon travail est vraiment centré autour de la femme, vraiment je la représente sur un peu toutes ses formes, mais vraiment au centre de mon travail. Et puis voilà. Et comment tu as démarré dans Ah oui, pardon, j'ai oublié ça, c'est très important. Alors, comment j'ai commencé Non, moi, concrètement, je suis tombée dans le tatou comme ça. Moi, j'étais vraiment pas en échec scolaire, mais je savais pas du tout. Je savais que je voulais faire de l'art, mais je savais pas quoi. J'avais l'impression que tout était super élitiste. Je me sentais pas à la place. À ma place, peut-être aussi parce que justement, j'étais une petite zoulette, donc je me sentais vraiment pas bien dans ce milieu-là. Et puis, je suis tombée sur le tatouage et ça m'a trop... je sais pas comment on dit en français, mais tu sais, l'empowerment. Comment on dit en français? Alors, dans une table ronde, on me disait, attendez, empouvoirer. Oui, voilà, c'est ça. C'est très dur de trouver un... Mais je galère à chaque fois pour expliquer ça. Et donc, ça m'empouvoie. Enfin bref, faire du tatou et notamment avoir du tatou. Enfin, moi, si vous voulez, j'ai commencé à me tatouer d'abord avant de me faire tatouer par les autres. C'est moi qui ai commencé à me tatouer et plus je me faisais des tatous, plus je me sentais bien avec mon corps, plus je me sentais mieux avec moi. Et puis voilà, c'était vraiment un hobby qui m'a vraiment fait du bien et qui a fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Donc, je suis tombée là-dedans comme ça. Après, je me suis mis à fond. Puis voilà, quoi. Je continue à dessiner des femmes. Merci, voilà. Alexandra. Anna? Salut, moi c'est Anna Foucré, je suis photographe et je fais également partie du collectif Fillet dont Clémentine Bellhomme a parlé tout à l'heure. Et j'en suis venue à la photographie un peu tardivement, après avoir fait des études d'histoire. Et il y a un moment donné où j'ai décidé de faire un grand changement radical dans ma vie et de suivre mes envies profondes. Et donc, c'est passé par là, c'est passé par la photographie, par l'image. C'est une chose à laquelle je n'avais jamais pensé. Enfin, je pensais que c'était inaccessible pour moi. Et finalement, c'est un milieu dans lequel j'ai envie de m'épanouir et qui me plaît énormément. Donc, j'ai fait des études. J'ai été à l'ENS Louis Lumière. Et pour l'exposition qu'on a organisée avec le collectif FIES, j'ai produit une série qui s'appelle Ta Fin. Et donc, j'ai fait une série de tirages gélatino-argentiques dans des céramiques. Et donc, c'est des corps de femmes afin de questionner justement le rapport qu'on a au corps de la femme dans la société, qui devient effectivement un objet de consommation, une chair bien consommée, telles les assiettes qu'on venait exposer avant. Voilà. Et je m'intéresse également à toutes ces questions du féminisme. De plus en plus, ça vient me questionner dans mon travail personnel. Et voilà. Merci Anna. Rose? Du coup, moi, j'ai toujours dessiné, comme beaucoup de petites filles, mais ça, on en reviendra. On y reviendra sûrement. Donc, je suis un peu rentrée dans le milieu de la culture et plus précisément de l'art plastique et de la peinture de façon purement dans la continuité de ce que je faisais quand j'étais petite. J'ai toujours voulu faire ça, toujours voulu être peintre.
Après des études assez chaotiques dans l'art, à savoir les Beaux-Arts de Saint-Étienne, une année de prépa et 2 échecs à l'entrée des Beaux-Arts de Paris, j'ai décidé de tout arrêter en termes d'études et de me lancer qui vivra verra. Et aujourd'hui, j'utilise l'art comme médium, comme médium politique pour faire passer des idées féministes et queer, bien sûr. Enfin, surtout sur les questions de lesbianisme. Merci. Bon, bah, après avoir fait ce tour de table, on va continuer par une introduction historique. J'ai essayé de prendre des informations suivant les différents arts parce que vous êtes dans des milieux différents. Donc évidemment, il n'y aura pas toutes les dates parce que ce n'est pas possible de tout faire. Je précise que c'était assez compliqué de trouver des informations sur les femmes et le tatouage, évidemment. Ouais. Notamment parce que souvent on l'utilisait notamment dans les bagnes, pour les marins, etc. Donc on y trouve très peu de femmes. Cependant, évidemment, il y a une utilisation du tatouage depuis extrêmement longtemps, notamment avec les peuples polynésiens, les Marquises, les Maoris. Notamment pour les Maoris, les femmes étant tatouées, cela donne un pouvoir érotique, mais dans le bon sens du terme. Hein, c'est pas quelque chose de commercial ou quoi. Donc voilà, le tatouage, j'ai très peu d'informations. Le reste, il y en a plus. Donc on va attaquer gentiment. Notamment, donc, depuis 3000 ans, en Inde, les femmes de Mithila, et seulement elles, exécutent les peintures vouées aux dieux et déesses du panthéon hindou. Les hommes n'y sont désormais impliqués que pour répondre à la demande commerciale. Alors, moins 600. On va parfois avancer très vite. Hein. Moins 600. Caliroé, première idée de la peinture, aurait dessiné sur un mur le profil de son amant en suivant l'ombre projetée par la lumière d'une torche. 23 après Jésus-Christ. Pline l'Ancien dira « Les femmes aussi ont peint ». Il cite Timaréthée, Irène, Lala de Sicyque, notamment célèbre pour ses portraits de femmes dont les œuvres étaient vendues plus cher que celles des hommes. Vous verrez, je vais souvent citer des noms de femmes, souvent des femmes qui ont été oubliées. Comme ça permettra aussi pour ceux qui sont curieux de rechercher des informations dessus et de les remettre un peu sous la lumière parce qu'en général, on les a totalement invisibilisées alors qu'elles ont pas mal travaillé pour la place des femmes et que ça fait plaisir de les reciter. On avance beaucoup dans le temps, on arrive au Moyen-Âge, les œuvres sont anonymes, donc on trouve très peu de traces de femmes. Les seules qu'on trouve, ce sont dans les ateliers d'enluminure. Pour rappel, les enluminures, c'est par exemple les peintures et les dessins autour de lettres qu'on retrouvait notamment sur les majuscules au début d'un bouquin, etc. On peut noter notamment donc, Jeanne de Montbaston, qui fut l'une des plus célèbres. À la Renaissance, beaucoup de femmes apprennent à peindre grâce à leur père. Cependant, malgré leurs compétences reconnues et quelle que soit leur participation à des œuvres, elles ne peuvent accéder au statut de maître. Elles ne peuvent donc pas diriger un atelier. On citera quand même, tout de même Marietta Robusti, Lévina Terlink, Sophonisba Anguissola et Lavinia Fontana. En 1528, on a le premier autoportrait d'une femme qui a été fait par la flamande Katharina von Emessen. En 1663, l'Académie royale de peinture et de sculpture accepte une femme, Catherine Girardon, 15 ans après sa création. À savoir que l'Académie n'a reçu que 15 femmes au cours de son siècle et demi d'existence et aucune d'elles n'a été peintre d'histoire, une catégorie qui faisait partie apparemment d'un genre supérieur qui donne accès au titre de professeur. Donc impossible d'être professeur en tant que femme à cette époque. En 1710, l'Académie émet une résolution, celle de ne plus admettre de femmes. Les artistes, évidemment, continuent tout de même à exercer en dehors de l'Académie, comme Claudine Bouzon-Estella, connue notamment pour sa gravure. En 1720, Rosalba Carriera lance la mode du pastel lors de son passage à Paris. À la fin de l'Ancien Régime, Élisabeth Vigée-Lebrun, célèbre portraitiste de l'aristocratie française, souffre d'une réputation imméritée de femelle facile à qui l'on prêtait tous les amants possibles, alors que, selon ses dires, elle devait fréquemment refuser les commandes de portraits que lui faisaient les galants dans le seul but de la rencontrer. La Révolution française arrive, affecte fortement sa carrière, elle émigre puis revient en France à la suite de sa clientèle. Et dans ses mémoires publiées en 1835, elle écrira « Les femmes régnaient alors, la Révolution les a détrônées ». Ensuite, Marie-Guillemine Benoist, élève de Vigée-Lebrun et de Jacques-Louis David, dont le tableau Portrait d'une négresse réalisé à la fin de la Révolution fut considéré comme un manifeste de l'émancipation des femmes et des esclaves, mais elle dut abandonner sa carrière lorsque son mari obtint un poste de ministre sous la Restauration. Au XIXe siècle, l'Académie des Beaux-Arts refuse les femmes en son sein.
Ensuite, les miniatures d'Anne Fragonard sont attribuées à son mari. 1830, c'est le début de la photographie et les femmes sont assez impliquées. Constance Fox-Talbot est l'une des actrices clés du développement de la photo. Et c'était ma fin de la phrase, pardon. 1843, Anne Tolkien, botaniste, publie le premier livre intégrant des illustrations photographiques. Ensuite, même période toujours, la Suissesse Alwina Gossauer devient l'une des premières femmes photographes à en faire sa profession. En France, Geneviève Elisabeth Disdéry est considérée comme l'une des premières professionnelles de la photographie. Avec son mari, André Adolphe Eugène Disdéry, réputé pour avoir breveté le procédé de la carte de visite, elle crée un studio à Brest à la fin des années 1840. Des artistes assez reconnus pour avoir présenté leur œuvre au salon ou dans des salons, comme Madame Cavé ou Marie-Amélie Cognier, enseignent le dessin et la peinture pour les jeunes filles, interdits dans les ateliers où l'on dessine des hommes nus. On ne s'imagine pas tout ce que notre sexe peut faire, écrit Madame Cavé, mais quand une femme voudra viser à la grande peinture et monter à l'échelle, oh, alors elle sera perdue, perdue comme peintre, perdue comme femme. 1863, Julia Margaret Cameron entreprend de faire de la photographie une forme d'art acceptable. Bien que son engagement ait souvent été critiqué pour son manque de technique, il a ensuite formé la base du mouvement pictorialiste du début du XXe siècle. Ne vous inquiétez pas, on arrive bientôt à la fin. 1860, les premiers studios photos sont ouverts par... Enfin, les femmes ouvrent leur premier studio photo. Pardon, je vais y arriver. 1880, Marie Bashkir-Chef, peintre et sculptrice, dira « Je n'étonnerai personne en disant que les femmes sont exclues de l'école des beaux-arts, comme elles le sont de presque partout. Les femmes ne sont pas admises à concourir au prix de Rome. Il ne leur est même pas permis de prouver leur incapacité. » Ensuite arrive Rosa Bonheur, donc pour la plupart vous connaissez, qui notamment démarra grâce à la peinture animalière et donc évita comme ça toutes sortes de compétitions. Théophile Gautier dira « On peut la traiter en homme, la peinture n'est pas pour elle une variété de broderie aux petits points. » Elle aura ensuite la médaille d'or à l'exposition universelle de 1855, sera la première femme nommée chevalier en 1965, puis aura la Grande Croix de la Légion d'honneur en 1894. 19e siècle, les femmes aristocrates font de la sculpture, mais en général, c'est plus considéré comme un hobby. Seule Félicie de Fauveau en fait son métier. Ensuite arrive aussi Berthe Morisot, une des rares peintres impressionnistes. Elle participe notamment à la première exposition du genre. 1866, c'est la création de l'Académie Julian, qui est un atelier mixte fréquenté surtout par des Américaines et des Anglaises qui peuvent y pratiquer le dessin, d'après le modèle vivant nu qui leur est interdit dans leur pays d'origine. Rodolphe Julian ouvre vers 1875 une classe exclusivement féminine pour faciliter l'accès des femmes à un enseignement sur le modèle de celui de l'école des beaux-arts, qui est toujours réservé aux hommes à cette période. 1880, la sculptrice... j'ai mes petites feuilles. La sculptrice Hélène Berthaud fonde l'Union des femmes peintres et sculpteurs. Elle dira « Le temps n'est pas loin, je l'espère, où nous aurons notre école des beaux-arts presque semblable à celle des hommes et nous offrant, avec les mêmes protections, les mêmes chances de distinction. » 1897, ça y est, les femmes sont admises aux beaux-arts, mais avec des restrictions. Elles n'ont droit qu'aux modèles vêtus et passent des concours différents des hommes. 3 ans après, le concours deviendra enfin identique. 1900, c'est la création d'ateliers de sculpture réservés aux femmes et identiques aux hommes. Donc, 1903, première fois pour les femmes et elles peuvent enfin concourir au prix de Rome, créé en 1663. Donc, je vous laisse calculer le temps qu'il a fallu attendre. 1903 également, Emma Barton est la première femme à recevoir la médaille de la Royal Photographic Society pour une copie carbone intitulée The Awakenings. Le prix Pulitzer de la photographie récompense des travaux exceptionnels dans le domaine de la photographie de presse depuis 1942. La première femme à recevoir ce prix est Virginie Shaw, une photographe amateur qui photographie 2 hommes en train d'être sauvés d'un camion en difficulté sur un pont en Californie. Ensuite, vint Margaret Bourke-White, qui est la première femme étrangère à photographier l'industrie soviétique, ainsi que la première correspondante de guerre et première femme à travailler pour le magazine Life. 1911, on arrive enfin à la première femme qui reçoit le prix de Rome pour la sculpture. 1920, et je n'ai pas noté son nom, donc je suis désolée, je le retrouverai et je m'excuse auprès d'elle, même si elle ne nous entend pas. 1920, c'est important, la pauvre, je n'ai pas noté, c'est la seule. Elle va tomber dans sa tombe. Ah ouais, merde. 1920, Tcheleka, que l'on surnomme la merveille tatouée, est une des premières femmes à en faire son métier. Voilà, c'est la seule info que j'ai sur le tatouage. Désolée, Alexandra. 1920, de nombreuses femmes ont utilisé la photographie pour exprimer leur intérêt pour le surréalisme. On notera Dora Maar, Lee Miller, Claude Carin.
1925, Odette Pauvert est la première femme à obtenir le prix de Rome, mais cette fois-ci pour la peinture. Et enfin, pour une période plus contemporaine, on notera le travail de Cindy Sherman qui transforme la photographie immobile en art de la performance afin d'explorer les mythes traditionnels et culturels de la féminité. Son travail examine implicitement les questions d'identité et de stéréotypes, de représentation et de réalité, la fiction des médias de masse et la nature du portrait. Et enfin, en 2000, Marcia Reed, première photographe de photographie fixe, rejoint la Guilde internationale des cinématographes et est également devenue la première femme à remporter le prix d'excellence de la Society of Operating Cameramen. Bravo Marion pour ton accent anglais à couper au couteau. Voilà, ça c'était en guise d'introduction. Je ne sais pas s'il y en a certaines qui veulent rebondir sur certains points que j'ai donnés ou peut-être ça vous a éveillé quelque chose. Sinon, on attaque gentiment le début. Mais n'hésitez pas s'il y en a qui veulent rebondir. Bon, on va attaquer le début gentiment. Alors, moi, j'aimerais bien au tout début qu'on voir, évidemment, vous avez tous commencé un jour. C'est pas forcément évident dans des milieux qui sont majoritairement masculins la plupart du temps. Est-ce que vous pensez que pour démarrer dans vos milieux respectifs, il fallait faire preuve peut-être de plus de force de caractère ou avoir une plus grande gueule? Comment pour vous les démarrages se sont passés pour arriver à trouver votre place et surtout vous faire, pour que vous soyez prise au sérieux finalement? Je vais commencer parce qu'il faut bien enclencher le truc. Allez, Alexandra, tu es en dessous de moi et en plus, le tatouage, c'est très masculin. Okay. Donc, allez. C'est vrai. Ouais, alors le tatou, c'est un monde, oui, pratiquement, à la base, exclusivement masculin. Les femmes, comme tu disais, la première, c'était vraiment fin 19e siècle. Moi, quand j'ai commencé, ça a commencé vraiment à se féminiser. Moi, les personnes qui m'ont donné envie de faire ce métier, c'est que des femmes. Franchement, moi, j'ai été vraiment... on a tellement de femmes qui sont hyper talentueuses aujourd'hui et qui, pour moi, surpassent... c'est méchant de dire ça. Qui surpassent une bonne partie des hommes. Que vraiment, moi, c'est ça qui m'a donné envie de faire. C'est de voir qu'il y avait en fait des femmes qui faisaient ça de manière très, très sérieuse et qui étaient vraiment trop fortes, quoi. Les meufs, elles sont vraiment charmées, quoi. Pardon, je parle très mal. Et c'est ça qui m'a donné la confiance de me dire tu peux le faire parce que en fait, moi, comme je disais, j'ai pas fait d'études d'art parce que même si c'était évident qu'il fallait que je fasse ça, je l'ai pas fait parce que je me sentais un peu intimidée, même si on était en 2015, bro, réveille-toi, tu vois, mais j'étais déjà comme ça, même un peu plus tôt, c'était genre 2012, mais bon, bref. Et de tomber là-dedans dans ce milieu qui est à la base exclusivement masculin, de voir qu'il y avait des femmes qui déchirent et tout, moi, ça m'a genre trop donné envie de le faire. Et du coup, thank God we have Instagram maintenant. Donc, en fait, finalement, tu peux être autodidacte sans passer par la case salon. Et ça, c'est une bonne chose parce que les salons, encore au jour d'aujourd'hui, ça reste majoritairement des hommes qui les gèrent. Il y a beaucoup d'hommes encore. C'est un gros milieu d'hommes encore. Donc, moi, je ne suis pas passée par ce stade-là de faire un apprentissage où on peut se sentir mal à l'aise parce que, oui, ça reste un milieu où... c'est un milieu machiste, quoi. Encore, ça reste un milieu machiste, même si ça a tant changé grâce à des femmes qui le font, qui font ça vraiment bien. Puis voilà, moi, la première chose qu'on m'a dit quand j'ai dit que j'étais tatoueuse, un autre tatoueur d'ailleurs que j'admirais beaucoup d'ailleurs, je lui disais moi je m'y mets en fait, je commence à le faire et il me disait toi de toute façon ça va marcher parce que t'es une femme en fait. Et du coup moi j'étais là genre ok cool. Mais encore au jour d'aujourd'hui je comprends pas trop le sens de sa phrase parce que moi ça m'a jamais mise en avant en fait, ça a été le contraire jusqu'à maintenant. Donc j'ai jamais compris pourquoi elle m'avait dit ça en fait. Et du coup, finalement, moi, j'ai toujours travaillé avec des femmes dans ce milieu. Je n'ai jamais été trop confrontée à des hommes. J'ai bossé que dans des salons pratiquement exclusivement féminins. Là, on a monté notre salon dans un lieu associatif qui est de base féministe. Donc, on travaille qu'avec des filles, quoi. On est vraiment... j'ai été vraiment... si tu veux, j'ai pas eu cette expérience de vivre dans une espèce de masculinité toxique parce que j'ai toujours été entourée de femmes dans ce milieu et ça c'est cool. Les seules fois où j'ai été confrontée à des hommes, c'est des hommes sur Instagram, quoi, des sales commentaires, je cherche mes mots en français mais je sais pas comment dire bullying quand t'es du harcèlement, pardon. Du harcèlement qui venait de d'autres hommes tatoueurs qui je sais pas trop pourquoi mais bon ça c'est des choses qui arrivent encore, quoi. Mais sinon j'ai pas été trop confrontée à ça
dans la vraie vie, quoi, J'ai compris. concrètement. Real life, j'ai failli dire. T'es trop bilingue. Oui. Tu parlais justement, tu disais que tu avais appris toute seule, finalement, que tu avais été assez autodidacte. Donc, ça me permet de rebondir avec Rose, puisqu'on a pas mal parlé j'ai parlé des beaux-arts dans l'introduction beaucoup. Et toi, tu expliquais que finalement, au bout d'un moment, tu as fait ton chemin toute seule. Comment toi, pour toi, le démarrage, comment ça a été? Que ce soit aux beaux-arts ou même au début, que tu sois vraiment lancée dans ta profession ou dans ton métier? Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est marrant parce que le dessin et la peinture, c'est quelque chose qui est très encouragé chez les petites filles parce que c'est manuel. Là où on va encourager les garçons à faire des activités plus sportives et qui vont demander d'autres ressources chez les enfants. Les filles, on va vraiment les encourager dans ces démarches. Du coup, moi, toute mon éducation artistique avant l'entrée en école d'art, j'ai été qu'avec pratiquement des femmes. Ma professeure était une femme, donc j'ai fait à peu près 17 ans de cours, parce que j'ai commencé très tôt, à 3 ans. Et je n'ai été entourée que de filles, en fait, parce que c'était une activité féminine. Les garçons faisaient du foot et les filles faisaient du dessin. Du coup, je n'ai pas rencontré, en tout cas jusqu'à mes 18 ans, beaucoup de diversité de genre dans mon cursus. Ça s'est gâté en arrivant à l'école, enfin en études supérieures, où en fait on est confronté aux garçons qui sont donc des passionnés de dessin, là où on pensait que c'était un milieu exclusivement féminin. Faut savoir que toutes nos références et toutes nos images sont principalement des hommes. Aujourd'hui, les personnes les plus connues, en grande majorité, mondialement ou même de façon plus restreinte, sont quand même des hommes. Les artistes connus sont des hommes, donc c'est difficile de s'identifier. En école d'art, quand je suis arrivée, j'ai été renvoyée au fait qu'il fallait que je sois meilleure sur le plan technique que les garçons. Parce que on se rend assez vite compte qu'on n'a pas les mêmes chances, en fait. On n'a pas les mêmes chances avec les professeurs. C'est tout con, mais quand j'étais en école d'art, les machines pour couper du bois, etc., on voit que nous, on nous traite comme des petites choses fragiles. Donc, on va pas avoir la même. On est toujours épaulé par un mec professeur qui est persuadé qu'on va se couper la main avec la scie circulaire, parce que de toute façon, les mecs ont forcément déjà utilisé une scie circulaire parce que ce sont des garçons. On est vite renvoyé à ce truc de la petite chose fragile. Et moi, mon mécanisme, ça a été de avoir la meilleure technique sur le plan vraiment technique, purement du dessin, du dessin académique, d'être la meilleure pour effacer le plus possible le fait que j'étais une femme. À côté de ça, il y a une autre chose qui s'est observée, c'est le fait qu'on ne peut pas aujourd'hui faire de l'art sans qu'on nous renvoie à notre condition de femme. C'est-à-dire que, comme on le voit dans Top Chef, c'est un exemple à la con, hein, mais vous voyez, il y a une assiette qui va arriver et on va dire c'est une assiette très féminine, c'est sûr qui l'a faite. Et en fait, dans le dessin et dans la peinture, c'est un peu pareil. Enfin, dans les arts plastiques, de manière générale, c'est que quoi qu'on fasse, si on le fait, c'est parce qu'on est une femme. Si on fait ça de cette façon-là, c'est parce qu'on est une femme. On va nous dire, mais si... Enfin, je vais prendre un exemple débile, mais un homme va pouvoir dessiner un rond, on va voir un rond. Une femme va dessiner un rond et on va y voir une allégorie de la maternité, on va y voir une chatte. Enfin, c'est vraiment, de façon constante, on est renvoyé à notre condition de femme. Donc voilà. Je vais rebondir avec Lou aussi, vu que tu es toujours aux Beaux-Arts, si je ne me trompe pas. Je suis aux Arts Déco. Alors, je suis d'accord avec beaucoup de choses que tu as dit, Rose. Moi, à titre personnel, j'ai jamais dû faire face à des obstacles majeurs dans mon cursus, mais je sais que je suis très chanceuse et très favorisée. Et donc, je nie pas du tout que ça existe, au contraire. Mais dans ma pratique, je sais que par exemple, même des amis à moi qui aujourd'hui sont curateurs et donc sont jeunes, ils ont la vingtaine, mais quand ils programment des expositions, ils réfléchissent pas à la parité. Et je me dis, si des personnes de cet âge-là n'y pensent pas, on fait comment et on va où? Parce que c'est notre génération qui est censée faire bouger les choses. Donc je pense que c'est dans les institutions, on est face à ces problèmes parce qu'il y a bien un jour, on peut construire en marge, mais je pense que la reconnaissance, l'argent, vivre vient des institutions dans le monde de l'art. Et il y a ce double tranchant entre ouvrir sa gueule pour pouvoir se faire sa place dans ce milieu où il y a majoritairement des mecs, mais d'un autre côté, pas trop, parce que si on ouvre trop sa gueule, on est lâcheuse de service, on est grillé dans le milieu et après, on doit tout construire nous-mêmes. Chose qui est bien, mais je pense qu'il faut savoir trouver le juste milieu.
Et par rapport à la pratique artistique, Rose, je trouve que ce que tu as dit est assez juste. Et par rapport à la condition de femme artiste, par exemple, on me reproche assez souvent à mon travail d'être trop frontale et d'avoir une certaine agressivité parfois. Et on m'a souvent fait le commentaire de « Ah, peut-être que si je travaillais avec plus de douceur, les gens seraient plus réceptifs à ton travail. » Sauf que je pense que c'est une remarque qu'on fera jamais à un homme cis quand il bosse et dans son travail d'artiste. Enfin, c'est toujours cet appel à le retour à cette féminité, cette douceur, et j'essaye vraiment de m'en détacher dans mon travail. Et Rose parlait de perfection technique. Moi, je suis plus dans... C'est un peu... comment dire? Je me suis un peu adaptée à ce milieu de la sculpture ultra masculin, de qui a les plus grosses, qui fait le plus gros truc. Et moi, maintenant, dans ma pratique, je fais des pièces qui prennent de l'espace et qui sont lourdes. Et même si je dois porter 50 parpaings, les 50 parpaings, je vais les porter toute seule. Et je vais faire ma sculpture et je vais faire ma pièce et je vais leur montrer que non, c'est pas parce que je fais pas 1m80 et que je vais pas pousser à la salle que je peux pas non plus faire ces pièces qui prennent de l'espace et qui pèsent lourd et qui occupent le champ visuel. Voilà. Est-ce que, justement, ça me fait penser, est-ce que vous pensez qu'en tant que femme, finalement, il faut faire ses preuves encore plus que les hommes pour arriver à avoir sa place? Ouais, Anna. Non, je crois que... Ouais, si, c'est vrai. En fait, moi, ce que je voulais dire justement par rapport à ça, c'est que j'ai eu la chance de faire énormément de sport depuis que je suis toute gamine et que du coup, je sais que j'ai des compétences physiques un peu différentes et qui sont assez surprenantes. On va dire, effectivement, j'ai toujours usé et abusé de ça, surtout sur des plateaux, parce que je suis assistante photographe. Et effectivement, sur des plateaux, j'ai l'impression que je m'oblige aussi à montrer que je ne suis pas moins bonne qu'un homme et que voilà, ça passe par la force physique, effectivement, montrer que oui, je peux porter ci, je peux porter ça, je peux me débrouiller toute seule. Et je pense qu'effectivement, sans même m'en rendre compte, j'agis comme ça afin de montrer que oui, j'ai ma place ici. Et ce n'est pas seulement un métier masculin. Voilà. Anne, est-ce que tu pourrais rebondir également de ton côté pour comment tu as pu faire ta place petit à petit? Est-ce que c'était laborieux ou finalement ça s'est passé de manière assez naturelle? Moi, avant de rentrer en école, j'étais pas au courant en fait que le dessin c'était un milieu de garçons. Donc c'était un peu la douche froide quoi en arrivant à l'école. Donc je l'entends moins maintenant heureusement, mais j'ai beaucoup entendu ce truc de ah mais tu dessines. Donc c'était un peu étrange. Et dans le dessin animé, c'est vraiment bien séparé quoi. C'est les femmes qui font de la couleur, les hommes qui dessinent. Maintenant ça a tendance à disparaître. Moi quand j'ai commencé, on était quoi 5 nanas dans ma classe. Donc, ça faisait vraiment peu de femmes sur une trentaine. Et maintenant, après, je n'ai pas fait une grande école, mais par exemple, aujourd'hui, à l'école des Gobelins, dans la section animation, le ratio a dépassé. Il y a plus d'élèves féminines qu'avant. Donc, je me dis, cool, tant mieux, c'est chouette. Et après, en effet, ouais, c'est un peu comme ce que disait Rose. Moi, je me suis dit, genre, mais non, je vais être la meilleure dessinatrice du monde et pour cartonner là-dessus, parce que de toute façon, on a beau avoir une grande gueule ou je ne sais quoi. Déjà, la grande gueule, c'est pas gage de talent, en fait. Donc, quand c'est dans le dessin, on le voit tout de suite sur l'image, en fait, si tu es doué ou pas, ou si tu as des compétences. Donc, la grande gueule, ça sert à éloigner les problèmes des fois et à prendre place. Donc, moi, j'en use parfois parce que sinon, j'ai pas envie de me faire marcher dessus. Après, voilà, c'est une habitude que j'ai, ça ne plaît pas forcément. Donc, j'ai déjà eu quelques bricoles. Mais ça tend à s'aplanir quand même. Mais oui, je ne vous cache pas que ça a pris du temps. Par exemple, j'étais arrivée en même temps qu'un homme dans le studio dans lequel je travaillais. Et un jour, il devient chef décorateur et je suis allée demander à la production quelle était la raison. Est-ce que c'était que j'étais moins compétente ou est-ce que est-ce que je pouvais remettre en question le fait que j'étais une femme? Et en fait, il a fallu que j'aille questionner pour qu'après on se dise « Ah, mais tu veux être chef ?» Et j'étais genre, mais oui, allons-y, quoi. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu ma première opportunité pour être chef ensuite. Et j'ai l'impression, en tout cas, d'avoir toujours eu besoin d'aller moi à la demande.
de « allez, je peux te donner un coup de main là-dessus » qui du coup amène à un autre boulot ensuite. Mais oui, c'est sûr que rester dans son coin, avec moi, ça marchait pas, quoi. Il fallait que j'y aille, quoi. Et ça prend du temps. J'ai pas fait une grande école. Je suis assez contente de moi quand même en 10 ans des projets sur lesquels j'ai travaillé qui sont des trucs super. Et après, je travaille aussi avec des super auteurs et autrices. Et j'ai jamais l'impression avec eux d'être considérée comme une meuf. Il y en a plein avec qui c'est pas le cas. Et d'ailleurs, c'est la majorité, hein, ceux qui me considèrent comme une meuf. Mais j'ai de la chance de travailler avec des artistes qui, eux, n'ont rien à faire et gomment complètement cette notion de genre. Donc, même si c'est des mecs réalisateurs, ils ne vont pas être dans cette optique-là, ou des auteurs ou autrices de BD. Donc, ça donne vachement de force pour continuer après, quoi. Est-ce que Clémentine, tu aurais un mot également à dire à ce sujet-là pour tes débuts? Comment tu as réussi à t'immiscer dans cette faune masculine de la culture? Ouais, donc c'est assez fou parce que du coup, mon discours se rejoint vraiment avec le vôtre et c'est là que tu te dis, bon, on a une histoire qui est assez similaire. Puis en plus, moi, j'ai commencé en tant que stagiaire dans des studios. Donc là, c'était plutôt de la régie, en plus, c'est ce que je faisais. Et donc là, déjà, tu as déjà une position subalterne parce que bah, tu es la petite main qui monte le matos. Et évidemment, plus du fait de mon apparence, je suis petite, assez menue, j'ai l'air plus jeune que mon âge. Donc effectivement, déjà de base, effectivement, faut prouver que tu es capable de porter du matos, de monter sur un wind-up, de poser un fond. Enfin, effectivement, c'est un travail qui est hyper physique. En plus, on fait beaucoup d'heures et effectivement, ça demande une condition physique qui est quand même assez importante. Et c'est vrai que moi aussi, je te rejoins aussi, Anna, où j'ai eu beaucoup l'impression d'être obligée de prouver plus, de rembarrer aussi un peu les remarques sexistes, où après tu te reprends derrière. « Oh mais donc, elle a du répondant, la petite !» T'es là, non, je suis désolée, je fais juste mon travail en fait. Enfin, mais oui, j'ai l'impression de toujours un peu prouver qu'on est capable de porter, qu'on est capable de faire aussi des choses techniques. Parce que dans la photo, effectivement, il y a une part qui est très technique et on remet toujours en doute le fait qu'une nana peut faire des choses hyper techniques. Et notamment là, beaucoup aujourd'hui où je travaille, donc je fais pas mal de e-commerce ou de choses comme ça, donc des choses dans la mode, mais qui sont du boulot vraiment assez technique. Et tu as facilement aussi des remarques un peu sexistes de on va parler, je sais pas, on va parler technique avec elle ou on va parler appareil photo et putain tu connais ça, bah oui en fait c'est mon métier. Enfin, on est tout le temps obligé d'expliquer son métier et de rappeler que ouais on a notre rôle un peu dans le game quoi, et on a notre place, on est compétente et on n'est pas relégué que effectivement à la sensibilité, à la créativité, même si ça c'est quelque chose de très important et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est artiste, mais qu'on est capable aussi de se servir de la technique et puis ouais, de travailler sur des grosses prods et qu'effectivement on y va et qu'on n'a pas peur quoi. Mais il y a un espèce de truc où c'est vrai que il faut se bagarrer un peu quoi. Bon, après, pour faire des notes positives, parce que j'aime bien quand même caler des notes positives, en général, je crois que même si en effet au départ il faut beaucoup plus montrer ses preuves, en général ça nous endurcit beaucoup aussi et ça fait de nous, on est obligé de développer nos capacités et travailler peut-être plus, mais souvent plus et finalement on en devient que meilleur. Donc si on arrive à le retourner dans le bon sens, finalement après ça fait de nous des nanas assez déterminées et énervées. J'aimerais bien qu'on parle également de la représentation du corps féminin. En plus, vous travaillez pas mal justement sur ces questions-là. Quand je parle de la représentation du corps féminin, je pense à son hypersexualisation, que ce soit du côté de la société qui fait donc du corps de la femme, comme Anna disait, je crois, un objet de chair finalement ou un objet à consommer. Vous êtes pas mal justement à réapproprier à vous réapproprier le corps féminin. Qu'est-ce que vous pensez de ces questions-là et comment vous essayez de mettre en avant la femme à travers vos différents travaux? Alors, je ne sais pas qui veut commencer en première à répondre à cette question. Sinon, j'en prends une au pif. Moi, je voulais juste revenir sur du coup le sujet d'avant et juste en vous écoutant moi je me rends compte qu'on a des expériences complètement différentes parce que le milieu du tatouage du coup c'est vachement on est complètement en contre-courant. Nous on a le choix de pouvoir travailler qu'avec des femmes. Moi j'ai jamais eu ce truc de travailler avec des garçons hors des garçons qui sont vraiment déjà de base féministes, LGBT, etc. Donc
Enfin, je m'en doutais un petit peu de ce que vous alliez dire, mais enfin, du coup, je me rends compte de la chance qu'on a dans ce tatou, que ça reste vraiment enfin, il y a un petit peu d'espoir finalement dans certains domaines. Voilà. Et du coup, oui, moi, je peux rebondir sur le prochain sujet. Exactement. Donc, c'était quoi? C'était ce qu'on pensait de la la manière dont on représente le corps féminin en général dans la société, qui est souvent hyper sexualisée. Après, qui peut être aussi positif quand c'est des femmes qui décident elles-mêmes d'utiliser leur corps pour en faire soit de l'art ou même si elles ont envie de se foutre à poil sur Instagram, pourquoi pas, ça devrait être autorisé. Mais voilà, ce que vous en pensez et comment vous le réappropriez? Bah voilà, c'est pas un secret le fait que déjà on utilise le corps des femmes pour faire pour tout et n'importe quoi, notamment dans la publicité et tout. Moi, ça m'horripile. Ça a pris des années avant de s'en rendre compte parce qu'on est surconditionné à ça quand on est gosse. On voit ça depuis toujours à la télé et machin. Donc, même de sortir de ce prisme-là et de se dire, ouais, en fait, c'est archi pas normal. Enfin, l'homme, il n'est pas du tout sexualisé de cette manière-là. Donc non, ça, c'est vraiment n'importe quoi. J'imagine que peut-être ça change un peu, quoique moi, j'ai des copines dans la pub qui me disent que c'est n'importe quoi, que c'est un combat constant avec les hommes, du coup, pour finalement essayer d'effacer ce truc-là. Mais sinon, moi, je représente énormément les femmes sous tous les angles, vraiment dans mon travail. Je dessine que ça. À tel point que, genre, quand j'ai des potes qui vont se faire tatouer par moi et qui disent à leurs autres copains, ouais, je vais me faire tatouer par Alexandra, ils disent, ouais, tu vas faire quoi? Tu vas faire une meuf? Bah, bon, je tatoue pas que ça, mais c'est vrai que c'est 80% de mon travail, c'est représenter la femme sous toutes ses formes et voilà. Et moi, ça m'a posé beaucoup de problèmes. Justement, je me suis retrouvée confrontée à ça, où il y a des femmes qui m'ont demandé, enfin, j'étais à un événement où je tatouais, et il y a une dame de genre, je sais pas, 40 balais avec sa fille, qui feuillette mon flashbook et qui commence à me dire, mais en fait, c'est hyper sexiste ce que vous faites, parce que je représentais des femmes un peu, des femmes dénudées, clairement, elles étaient dénudées, mais des femmes fortes qui sont là, ouais, ok, mon corps, il est là, je suis à moitié à poil, mais en fait, on s'en fout, quoi. Enfin, je sais pas, j'ai pas compris pourquoi tout de suite c'est aussi quelque chose de sexiste de représenter la femme, en fait, à moitié à poil, si finalement la femme, elle a concrètement envie de faire ce qu'elle veut, concrètement, sans se dire qu'elle est conditionnée à ça, à se dire, oui, on est conditionné aussi à vouloir plaire, à vouloir se mettre à moitié nu, ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai pas compris son raisonnement. Et du coup, moi, je ne vois pas de problème. Je commence un peu à faire ce genre de truc, tu vois, à mettre en story de moi, genre en culotte, des trucs comme ça. C'est des trucs que je commence à faire parce que bah, ça me renforce aussi de me dire, ok, mon corps, il est là, il n'est pas du tout sexualisé, c'est juste un corps, en fait. Enfin, j'en suis contente, j'en suis fière. Moi, j'ai des tatous partout, j'aime bien les montrer. Enfin, je vois pas le problème, vraiment. Voilà. Je crois que Rose voulait rebondir, si je ne me trompe pas là-dessus. Oui, en fait, je trouve ça absurde parce que c'est vraiment un sujet qui est. Enfin, il y a une telle hypocrisie là-dedans, c'est que le corps des femmes, en fait, dans l'histoire de l'art, le tatouage, je sais pas, hein, mais dans l'histoire de l'art, dans la peinture notamment, c'est un sujet qui a été exploité sous tous ses angles par tous les mecs, en fait. Et c'est marrant que quand les femmes en viennent à peindre des femmes, on puisse leur sortir des aberrations comme on t'a sorti, du genre, c'est des femmes dénudées, mais des femmes dénudées, dans l'histoire de l'art, il y en a toujours eu, en fait. Ça a été un sujet majeur de l'histoire de l'art. Et puis, je préfère que, quitte à ce qu'il y ait des femmes dénudées dans l'art, ce soit des femmes dessinées par des femmes. Tu vois, ça me semble plus logique. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais j'avais vu comme quoi dans tous les musées, je crois que c'était 90% des corps nus étaient des corps de femmes, mais par contre, les artistes dans les musées femmes, il y en a que 10 ou 15%. Enfin, le truc est totalement inversé et ça va pas de sens, quoi. Mais c'est vraiment cette image dans l'imaginaire enfin, je sais pas, vraiment la Vénus, tu sais, la nymphe dessinée par les hommes, quoi. Enfin, moi, ça me rend ouf, en fait, ça m'énerve trop. Rose, tu voulais dire quelque chose? Oui, tout à l'heure, tu as parlé de réappropriation et je trouve que c'est le terme qu'il faut utiliser. Il y a. En fait, quand on dessine ou quand on peint ou quand on traite du sujet des femmes dans notre travail, c'est une réappropriation. On ne fait que reprendre un sujet qui est déjà universel. Ça passe par. Enfin, c'est une façon de nous émanciper aussi, de parler de nous, en fait. Enfin, pour moi, on ne peint pas des femmes, on se peint de nous. Alors, c'est pas parce que ça ne nous représente pas nous, que ça va représenter quelqu'un d'autre, qu'on ne parle pas de nous.
on parle des femmes. Et il y a pas mal d'artistes qui ont utilisé ce filon pour en fait transgresser. Je pense que tu as parlé tout à l'heure de Claude Cahun, enfin, moi j'aime beaucoup son travail. Transgresser, ça a été une façon de se putain, je me perds un peu dans ce que je dis. C'était très clair dans ma tête. J'ai du mal à le... Ça arrive, t'inquiète. Utiliser le sujet des femmes est une façon de transgresser dans l'art. Et transgresser dans l'art, c'est un moyen d'émancipation parce que on est hyper... Oh, putain, j'ai du mal à parler. On est hyper sexualisé. Je vais reprendre la parole après parce que je n'arrive pas. Anne, tu voulais rebondir comme ça, Rose, tu vas retrouver tes esprits entre temps. Moi, je suis de la team mon corps, mon choix. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un commentaire à faire en fait sur le corps des femmes. Donc, ça peut être usant, mais du coup, c'est hyper fort justement de voir toutes ces femmes qui se réapproprient ça. Moi, je les compte plus, les trucs que j'ai entendus, parce que j'avais été modèle body painting, donc c'est juste, on te peint dessus. Il y avait des photos sur mon Facebook, et quand j'ai commencé à faire de la photo dans le milieu de la nuit, on me disait « Ah, ce serait peut-être mieux que tu enlèves ça ». Donc, alors, quand je sors, je vois les regards hyper sexualisés sur moi, mais par contre, j'ai pas le droit de montrer mes boobs, donc c'est un peu chelou. Et j'en ai tellement ras-le-bol que j'ai fait une photo de moi, un autoportrait où j'étais nue avec écrit sur moi « Est-ce que je dois vraiment montrer mon corps pour qu'on s'intéresse à mes photos ?» Parce que je voyais vachement plus d'engouement quand je montrais ne serait-ce que mon visage, que quand moi, je me casse la tête pendant 3 semaines sur un shooting, quoi. Donc oui, il y a toujours cette question-là. Et oui, c'est vraiment génial, ces nanas qui mettent un coup de pied dans les seins et qui y vont de manière frontale. Je trouve ça super, quoi. Clémentine, et ensuite ce sera Lou. Non, moi je pense qu'il y a un visuel des Guerrilla Girls qui est juste génial, avec justement une femme nue où elles ont fait un photomontage où en fait elles ont repris la grande odalisque de Ingres et évidemment il y a le masque de singe et en dessous c'est écrit « Est-ce que les femmes doivent être à poil pour pouvoir rentrer dans les musées ?» Enfin bref, du coup ça me fait forcément penser à ça et je le trouve génial et super drôle et même assez militant. Mais oui, moi je rejoins tout à fait évidemment ce que vous dites. Et je pense qu'en fait, tout est question de regard. La question qu'on peut se poser, je sais pas, 1 milliard de fois, c'est est-ce qu'il y a un regard féminin et est-ce qu'il y a un regard masculin? Après, là où nous, on a un énorme travail à faire, en fait, je pense que c'est justement proposer un autre regard et faire intervenir le corps des femmes comme sujet et non plus comme objet. Et de toute façon, oui, il y a encore 1 milliard de choses à explorer et j'ai l'impression que ça commence à bouger quand même de plus en plus et c'est là que c'est hyper intéressant, c'est quand les femmes se mettent à créer, on propose justement d'autres visions, d'autres regards et ça appelle aussi à d'autres réflexions. Enfin, voilà. Louve, tu voulais dire quelque chose également? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Anne, sur le fait que je suis pas... Enfin, je vois beaucoup, notamment sur Instagram, parce que pour l'instant, c'est ma plateforme principale sur laquelle je partage mon travail. Et tu peux du coup observer tes ratios de likes et je poste très très peu de photos de moi. Mais il y a carrément, quand je poste une photo de moi, je vais taper les 400 likes. Quand je poste une photo de mon travail, ça va plafonner à 100. Enfin, c'est assez fou tout ce que ou quand j'ai pris pas mal d'amis à moi en photo et quand il y a de la nudité, tu tapes les 500 facilement et quand c'est des sujets habillés, tu stagnes autour de 100. Et je pense que même si dans mon travail, c'est très important, il y a cette désexualisation du corps et c'est une nudité qui est naturelle et non sexualisée. Mais c'est fou que tu peux quand même observer l'intérêt des gens pour le corps féminin et cette omniprésence, en fait, comment dire, on est tellement habitué et on voit un corps nu, donc forcément ça attire et c'est plus attrayant et on est vraiment formaté à recevoir la nudité féminine et ça amène vraiment à se poser des questions et notamment quand une femme, je pense plutôt dans tout ce qui est la photographie, va mettre en scène d'autres femmes nues. Il y a énormément, enfin je parle à titre personnel, mais je pense que c'est une histoire qui est pas unique et je pense que d'autres femmes photographes peuvent aussi être face à ça,
où tu as notamment des mecs qui vont venir te poser des questions. Pourquoi tu prends des meufs nues en photo? Tu fais partie du problème, etc., etc. Alors que le point de vue n'est pas du tout le même. Et il y a ce truc de mansplaining, de se poser en statut d'autorité. Genre, moi, en tant que mec, je vais te dire que toi, en tant que femme, tu sexualises la femme. Alors que c'est ce qui est fait depuis des siècles et c'est pas ce que je suis en train de faire. Grâce à mon female gaze, comme tu disais, Clémentine, j'essaye de présenter autre chose, mais les gens ne voient pas au-delà de la nudité et n'arrivent pas forcément à saisir cet autre regard. Et je pense qu'il faut sensibiliser les gens à voir la nudité autrement, la présenter autrement, mais que les gens soient aptes à la recevoir autrement aussi. Justement, non, je bug pas. Parfois, je bug un peu. Alors, bref, tu parlais d'Instagram. Justement, moi, c'était le point où je voulais en venir. Tout ce qui est les commentaires, les trolls et compagnie. C'est vrai que quand tu es une femme et que tu te lances, et si en plus tu te tapes une déferlante de mecs et même parfois de femmes, parce que ça arrive souvent que les femmes soient encore plus violentes vis-à-vis des femmes que les hommes. Ça, c'est clair, ça, c'est sûr. Ouais. Comment vous le ressentez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà subi ce genre de... Tout à l'heure, on parlait aussi des comptes, j'ai oublié le nom, Anne, quand plein de mecs signalent pour que ça ferme ton compte, etc. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous l'avez déjà vécu? Comment on réagit à ça aussi? Voilà. Qui souhaite... tiens, Anna, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas entendu, alors c'est ton tour. Justement, j'étais en train de dire comment est-ce que j'allais aborder la question. Bon, sinon, s'il y en a une autre. Ouais, je passe mon tour, mais je veux bien rebondir là-dessus, quoi. Juste le temps de... Anne, tout à l'heure, on parlait justement de ça, donc tu as sûrement pas mal de... Dans les milieux militants, en tout cas sur les plateformes type Instagram, les comptes militants féministes ou LGBT, on est très très soudés, on se crée des espaces de discussion justement pour se sécuriser et éviter au maximum ce genre de process, parce que de toute façon, il y a toujours, dans toutes les démarches politiques, il y a toujours quelqu'un en face qui ne va pas être content, quoi. Donc il y a ce qu'on appelle les raids, donc notamment pour le féminisme, c'est les masculinistes qui rentrent dans le tas. Il y a même des groupes de femmes qui bossent avec les masculinistes. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, ils pratiquent des raids de signalement où ils vont arriver en masse sur un compte pour essayer de le faire disparaître. Il y a beaucoup de trolls aussi dans les commentaires, dans les messages. Donc après, là, nous, on a vraiment décidé toutes ensemble de passer aux choses sérieuses. On ne va pas faire comme dans la cour de récré à répondre à ces mecs. On passe direct casse pénale, cyberharcèlement. Parce qu'en fait, ils flirtent avec la loi, c'est ce qu'ils font. Donc, faut être armé et être entouré pour pouvoir encaisser ces trucs-là. Donc, il se trouve qu'en effet, il y a énormément de sororité dans les milieux militants. Donc, c'est hyper positif. Et évidemment, c'est hyper dur. Les dernières semaines, là, il y a Barbara Butch qui s'en est plein la figure. Et il y en a d'autres aussi, Anna Toumazov, et j'en passe. Donc, ouais, c'est super important quand même d'être solidaires les unes entre les autres, quoi. Et il y a aussi des systèmes de modération possibles sur Instagram, de blacklist de mots à supprimer, bloquer les commentaires. Enfin, il y a quand même pas mal de solutions, en tout cas pour prévenir ce genre de comportement. C'est vrai que tu parlais du cyberharcèlement et compagnie, qui est une possibilité aussi pour essayer de mettre ces personnes-là face à la justice. Bon, après, moi je l'ai vécu, le cyberharcèlement, donc je m'étais pas mal renseignée là-dessus. C'est une solution, mais c'est vrai que c'est assez compliqué parce que quand ça se passe sur Internet, tu dois justifier que ça s'est bien passé sur Internet, que les preuves sont encore sur Internet, même si tu as des screens, mais que ça a été supprimé, évidemment, ça ne compte plus. Et donc, en général, c'est pour ça d'ailleurs que c'est des faux comptes et que ça écrit, ça supprime, etc. C'est bien de le faire, mais c'est vrai que dans les faits, parfois, ça peut être assez compliqué pour que ce soit punissable, en tout cas. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voulaient réagir au sujet, Anna? Du coup, et Rose après, pardon. C'est pas relatif au cyberharcèlement, non pas sur les réseaux sociaux, mais plus le fait j'ai l'expérience d'une amie qui n'a pas pu, qui travaillait avec un homme et sur le shooting, il a eu des propos sexisme ordinaires et ce à quoi elle n'a pas adhéré, elle a exprimé son mécontentement et par la suite, il n'a pas réitéré de contrat ou quoi que ce soit. Donc, je veux dire, c'est aussi ouvrir sa gueule, c'est aussi faire être dans le
se griller des portes aussi, quoi. Après, ça peut aussi être positif parce que forcément, ça veut dire que c'était pas des gens avec qui il fallait forcément travailler, mais c'est aussi faire face à des refus de job par la suite, quoi. C'est sûr qu'en effet, soit tu la boucles et bon, évidemment, les gens seront contents et donc tu auras peut-être plus de contrat, ou soit tu l'ouvres et en même temps, tu seras plus tranquille dans tes choix. Mais bon, c'est un choix à faire et c'est vrai que tu peux vite être mise sur le côté si tu es un peu trop réfractaire à d'habitude. Bref, Rose, tu voulais rebondir, je crois, si je me trompe pas. Enfin, je crois que je t'ai vu lever la main, mais Moi, je voulais juste dire que c'était pas forcément sur Instagram, mais je sais qu'il y a des circonstances dans lesquelles on peut pas tout dire sur qui on est. C'est-à-dire qu'il est difficile de cacher que tu es une femme dans le milieu de l'art parce qu'on te demande ton nom, ton prénom, et bon, quand tu t'appelles Rose, il y a quand même peu de chances que tu sois un homme. Par contre, je sais que suivant les contrats qui vont arriver, je vais pas dire que je suis lesbienne, par exemple. Ça dépend vraiment de à qui j'ai affaire. Autant je vais pouvoir en faire un argument de vente dans des cadres comme l'exposition Sortir de l'hétérosexualité qui avait été qui était au 59 Rivoli. Je ne sais pas si vous avez suivi en octobre dernier. Je sais que pour des contrats un peu plus politiques, enfin, qui viennent d'une classe sociale où il vaut mieux pas trop te la ramener là-dessus. Je vais pas dire par exemple que je suis lesbienne, alors que sur d'autres biographies, je vais le dire. Et la lesbophobie, c'est du sexisme, donc je comptais amener je trouvais ça pertinent d'amener. Ouais, bien sûr. Comment vous pensez qu'on pourrait arriver dans vos milieux respectifs à déconstruire un peu ces habitudes bien trop ancrées? Comment on peut faire changer, évoluer les mentalités aussi? Enfin, est-ce que vous avez soit des idées, des initiatives ou Rose, vas-y, continue alors. Ouais, désolée. Non, il y a quelque chose dont on a beaucoup parlé sans mettre des mots dessus. Je pense malheureusement, moi je trouve pas que ce soit malheureusement, je trouve que c'est une force qu'il faut totalement exploiter. La non-mixité est une façon de t'en parler pour le tatouage, est une façon de se sortir de ça, déjà pour se protéger soi. Quand tu travailles en non-mixité ou quand tu proposes ton travail en non-mixité, tu t'exposes à beaucoup moins de violence. Et en plus, parce que c'est un empowerment de ouf de travailler avec des meufs, de confronter nos travaux, de voir comment nous, on aborde le fait qu'on soit des femmes dans nos travaux, etc. Mais moi, excuse-moi. Voilà, pour moi, la non-mixité, c'est une des solutions. On n'a pas besoin des hommes, en fait, sur ce niveau. C'est vrai. On va se faire taper sur les doigts après. Non, mais dans le tatou, parfois, c'est une nécessité, en fait, parce que nous, on a ce truc-là où moi, j'ai pas peur pour moi, parce que moi, je sais que je suis indépendante et qu'en fait, je travaille pas en salon, j'ai mon salon, il va rien m'arriver. Enfin, je peux choisir avec qui travailler. Mais moi, je m'inquiète en fait pour les filles qui vont se faire tatouer, surtout en fait, parce qu'il y a beaucoup de tatoueurs qui abusent de ce statut-là. Parce que c'est comme quand tu es médecin, quoi. Enfin, moi, il y a des tatoueurs, je ne vais pas citer le nom du tatoueur dont je vais parler, mais moi, j'ai eu beaucoup de témoignages de clientes qui me disaient que, tu sais, tu vas te faire tatouer dans un endroit, admettons, c'est un salon privé, ça fait partie des problèmes aussi. C'est un salon privé où tu es toute seule face à un tatoueur que tu connais pas, que tu n'as jamais vu. C'est chez elle que ça bug ou c'est chez moi? C'est chez elle. Oui, elle a disparu. C'est comme le médecin, avec le médecin, il dit un truc comme tu t'en sais rien en fait. Pardon? Ah non, ça avait bugué chez toi, mais là ça Ah oui, ça a grave bugué, je vous voyais pas bouger, je me disais j'ai aucune réaction, qu'est-ce qui se passe? C'était pendu à tes lèvres. Ça a bugué à partir de quand? Tu arrives dans un salon privé, donc finalement tu es face à un homme que tu ne connais pas. Tu es face à quelqu'un que tu connais pas, tu te fais tatouer le bras et là le mec te dit tu retires ton t-shirt pour te faire tatouer l'avant-bras. Toi, tu es là, c'est comme si tu es allé chez le médecin, t'oses pas dire non parce que t'en sais rien en fait. Donc tu vas retirer ton t-shirt et finalement tu peux aussi passer une très mauvaise expérience où tu te sens pas safe avec la personne. Donc ça c'est un vrai souci dans le tatou en fait parce que n'importe qui peut se mettre à son compte, n'importe qui peut ouvrir un salon privé, n'importe qui peut faire n'importe quoi en fait. Et du coup, il y a cette page Instagram qui s'appelle Play ton tattoo artist où tu as un tas de témoignages anonymes, enfin voilà, on ne cite jamais personne, qui parlent de ça et c'est un vrai souci. C'est vrai que chez nous, ce qu'on a fait plutôt, c'est
on n'est pas du tout fermé aux hommes. On prend des guests, des tatoueurs invités masculins. On peut prendre tout le monde, juste on fait bien attention. On regarde bien avant les reviews de ce mec, les avis qu'il y a sur cette personne. On va privilégier les femmes. C'est horrible, mais c'est pas horrible du tout. Mais bon, bref, on m'a compris. C'est pour pas froisser les hommes que je dis ça. Mais on va privilégier des personnes, des personnes LGBT, on va privilégier des femmes, des personnes, des minorités, quoi, parce que voilà, c'est ça qu'on a envie de mettre en avant, c'est ce quota-là qu'on veut. Il n'y a pas de quota chez nous, on veut vraiment mettre en avant les personnes qui en ont le plus besoin. Et puis, ouais, voilà, nous, le souci, c'est vraiment pour les clients, on se fait vraiment du souci pour les gens, parce que tu peux pas savoir en regardant la page Instagram de quelqu'un si c'est une personne safe ou pas, quoi. Ça existe les safe space aussi dans le tatouage ou pas du tout? Les safe space? Ouais. Bah, nous, on est en safe space. Après, n'importe quel salon peut se dire safe space. Il n'y a pas de réglementation. En fait, c'est ça le souci. Un label, Il n'y a pas un vrai label. Mais après, ce compte Paye ton tattoo artiste, il a aussi un autre compte qui s'appelle Safe Tattoo Artist. Et là, tu as une liste. En fait, je ne sais pas qui a fait ça, mais c'est un super travail où en fait, ils reçoivent des avis de gens qui se sont fait tatouer par une personne. Ça peut pas être des faux avis, parce que c'est au bout d'un certain nombre d'avis, elles mettent la personne dans le... il y a vérification, en fait. Et ensuite, il y a un abécédaire avec tous les tatoueurs safe qui ont été donc conseillés par des gens, quoi. Et il y en a plein. En vrai, c'est super bien ce truc. Il y a aussi des tatoueurs qui sont pas répertoriés et qui sont safe. Mais voilà, c'est pas mal aussi pour aller dans la bonne direction, je pense. Louve, toi, comment tu penses qu'on pourrait déconstruire toutes ces mentalités ou même les possibles, Alexandra parlait un peu d'agression, quoi, finalement, c'est des agressions. Voilà, comment on peut faire évoluer les mentalités et essayer d'espérer un monde meilleur dans un futur proche, pas trop éloigné, si possible. Je pense que au sujet de faire évoluer les mentalités, c'est assez compliqué car pour faire évoluer des gens, il faut partir du principe qu'ils sont OK à être déconstruits, à se remettre en question et à accepter leurs torts. Donc ça, c'est une partie du job qu'ils doivent faire tout seuls, tous et toutes seules, autant les hommes que les femmes, je tiens à préciser. Et sinon, il faut des initiatives. Enfin, il y a pareil aussi Instagram, il y a le compte My Art on My Ass qui dénonce des propos et des messages envoyés par des curateurs, des collectionneurs et des mecs qui sont clairement dans les institutions artistiques. Et c'est du harcèlement, en fait. Enfin, c'est du harcèlement, c'est des insultes, c'est des invitations à faire des shootings pour des articles de journaux qui n'existeront jamais. C'est des studios-visites qui ne sont pas des studios-visites. Ça existe, ça, vraiment? Comment ça? Ça existe, je veux dire, des gens qui vont dire qu'ils font des photographies pour des magazines qui finalement n'existent même pas. Et, des mecs qui veulent juste, viens, je vais te présenter un journaliste, il va faire un article sur toi, j'adore ton travail, je te vois genre dans le prochain Art Press, tout ce que tu veux. Et le mec, il veut juste te serrer, quoi. Et ça existe dans tous les milieux. Le milieu de l'art contemporain, on va dire ça comme ça, n'y échappe pas. Et c'est un milieu super élitiste, avec que de la bonne bourgeoisie. Du coup, ça garde une image d'un point de vue extérieur, mais c'est pourri comme... Enfin, c'est un peu horrible, mais c'est pourri comme partout ailleurs. Et ouais, il y a des initiatives qui dénoncent et j'espère que bientôt, ça va être écouté, ça va être entendu et que les gens vont se remettre en question et que, ouais, les mecs en position de pouvoir vont juste arrêter d'abuser de leur statut pour juste clairement serrer des meufs et rien d'autre et pas mettre en avant leur travail et porter attention au travail des femmes et pas juste à leur tête ou à leur cul comme le dit le compte My Art Not My Ass. Ouais, Anne? Moi j'ai essayé beaucoup avant de faire de la pédagogie. Sauf que puis laisser des plumes, coucou Rose. C'est pas évident la pédagogie, il faut beaucoup de patience. Voilà, je pense qu'on est raccord là-dessus. Et en fait, maintenant, je fais l'inverse. J'en ai fini avec la pédagogie. Et il y a Kazé, la rappeuse, qui a écrit un truc super à ce propos, qui dit simplement que en fait, les femmes, elles ont déjà tout dit du féminisme. Et que c'est comme les personnes racisées ont déjà tout dit du racisme. Donc, c'est pas à nous de faire le job. Alors, évidemment, dans le cercle proche, la famille, les amis, bien sûr. Bon, maintenant, moi, je fais même plus ça. C'est genre, je vais limiter les contacts pour me préserver. Mais ouais, c'est plus à nous de faire le job. En tout cas, moi, c'est ce que je pense là.
Donc, ouais, il faut aller de l'avant. Après, ça passe par l'éducation, et ça, c'est l'éducation dès les tout petits. Et ça, c'est pas le boulot seulement des femmes, en fait. Hein. Parce que déjà, on en chie au quotidien. Alors, en plus, il faut parler de notre vécu, il faut expliquer ce qu'on subit. Et ouais, c'est vraiment, faut être tenace, quoi. Faut être tenace. Et bon, je l'ai dit dans la table ronde avant, donc ceux qui écouteront toutes les tables rondes vont dire que je me répète, mais je crois qu'il y a, en effet, tu parlais d'une question d'éducation, il y a une question d'éducation des petits garçons, bien sûr, mais aussi des petites filles, et de leur expliquer que non, elles n'ont pas lieu d'être une princesse, ou qu'elles n'ont pas lieu de pleurer forcément pour tout et n'importe quoi, etc. Bref, il faut en effet tout reprendre depuis la base, mais il n'y a pas que du côté de l'éducation masculine, la nôtre aussi parfois fait défaut. Et pas que nos parents veuillent mal faire, hein, mais parfois ils sont restés dans un schéma de l'ancien temps et qui a évolué. Donc voilà. Clémentine, est-ce que tu voulais rebondir aussi un peu là-dessus sur les manières dont on peut déconstruire les pensées dans les milieux culturels? Oui, effectivement. Encore une fois, moi je suis hyper d'accord avec vous et je pense qu'on a tellement d'exemples de gros cons. Peut-être qu'on peut simplement les appeler les gros cons, je sais pas. Mais non, en tout cas, je pense qu'il faut, voilà, il faut continuer à monter des projets, continuer à faire bosser les copines sur des projets, continuer à militer. Après, oui, moi je suis aussi hyper d'accord avec vous qu'on en a ras-le-bol de faire de la pédagogie, on en a marre d'expliquer, et puis on en a marre aussi d'être pris tout le temps pour des gauchistes hystériques qui s'énervent et qui rigolent pas aux blagues des gros lourds. Mais bon, au bout d'un moment, tu te dis, bon, c'est assez fatigant. Mais non, continuons à faire des projets, continuons à être créatifs. Effectivement, on va passer par une phase sûrement encore un peu chiante et peut-être que nous aussi, on sera obligé de passer dans une phase, peut-être, je sais pas, d'agressivité ou j'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est assez rassurant et ce qui est assez chouette, c'est qu'il y a quand même de plus en plus d'initiatives féminines, il y a de plus en plus de curatrices, il y a de plus en plus de galeristes, il y a même une plateforme moi, que je trouve vraiment géniale qui s'appelle Aware, qui a été initiée par Camille Morino, qui est une curatrice, et où justement, là, ça participe à réécrire toute l'histoire de l'art. Et sur ce site internet, elles réécrivent l'histoire de l'art et elles mettent à l'honneur le travail d'artistes, enfin des femmes en tout cas qui ont été oubliées. Et en fait, on se rend compte à quel point il y a énormément d'artistes féminines en fait. Et c'est juste qu'il y a une grosse période où elles ont été complètement invisibles. Donc ça va passer aussi par ça, par la réécriture de l'histoire, mais c'est valable pour tous les milieux, hein. Forcément, le monde de l'art, après, se raccroche aux 1000 ans de retard qui existent. Donc, forcément, ça prend un peu du temps. Mais ouais, en tout cas, il y a encore du boulot. Donc, il faut tenir bon, quoi. En effet, pour l'histoire de l'art, etc., moi, en faisant mes recherches, j'en fais pour toutes les tables rondes. C'est vrai que les femmes, on les trouve absolument, enfin très rarement, souvent du fait aussi parce qu'après elles étaient mariées, donc elles étaient souvent derrière l'homme, ou sinon elles étaient plus en mode groupie, donc toujours derrière l'homme, mais pour ses performances à lui. Enfin, il y a une espèce d'appropriation du travail des femmes par les hommes, et donc après les femmes sont souvent invisibilisées. Pareil pour tout ce qui est les manuels scolaires et compagnie. En général, on parlait de modèles aussi à un moment. Il y a très peu de modèles féminins et de femmes à qui, qu'on pourrait donc prendre en exemple, pas parce qu'il n'y a pas eu de femmes avant, juste parce qu'on les a totalement zappées. Et en effet, il faudrait tout réécrire bien et éventuellement de manière paritaire, ce qui me permet de venir à ma question d'après au sujet des quotas, qui est une grande histoire actuelle, que ce soit les quotas pour son équipe, les quotas dans les programmations artistiques, etc. Est-ce que vous pensez qu'il faille rendre ces quotas obligatoires, quitte à mettre même des amendes si vous ne remplissez pas les quotas, ou il y a aussi, c'est plus dans la musique, il y a des subventions quand tu as fait ton festival et qu'il est paritaire, tu touches un peu de thunes. Bon, ce n'est pas dans tous les festivals, évidemment. Bref, quel est votre point de vue sur les quotas? Est-ce que vous pensez qu'il faut les imposer ou non? Alexandra, vu que tu es en dessous de moi, là, dans la liste. Non, mais tu me comprends, du coup, ça nous oblige à prendre des femmes alors qu'elles sont moins douées que les hommes. Non,
Mais c'est terrible cet argument parce qu'on l'entend tellement, c'est insupportable. Je l'adore, c'est mon préféré. Oui, non, mais c'est insupportable. Oui, bah oui, c'est important les quotas. C'est comme les quotas de personnes racisées. Enfin, il y a un moment, ça montre aux gens aussi que tu peux le faire quand tu es une femme racisée ou juste quelqu'un racisé. Quand tu vois qu'il y a de la représentation, bah, tu te dis, toi, que ouais, bah, tu peux le faire. Souvent, j'en parlais, j'avais des débats avec plein de copains où je disais, bah ouais, non, mais enfin, les quotas, c'est hyper important. Et les copains, c'est évident, trop pas, il faut pas de quotas pour cet argument super génial que je vous ai avancé au début. Mais non, c'est trop important. Même moi, quand je faisais mes études, tu vois que tu n'es pas représentée, tu vois qu'il n'y a pas de femmes qui font ça. Donc forcément, toi, tu ne te dis pas. Enfin, c'est un truc que tu intègres, en fait, que tu intègres au fin fond de toi-même, même si c'est complètement con, que bah, tu peux pas le faire parce qu'il n'y a pas de femmes qui le font, c'est que du coup, tu peux pas le faire, en fait. Tu avais comment ça s'appelle? Tu avais quelqu'un qui avait fait une espèce de. Je trouve pas mes mots, c'est horrible. Une expérience avec des petites filles et des petits garçons qui font des maths. Je sais pas si vous avez vu. Voilà, comme quoi, on explique aux garçons qui sont grave plus forts en maths ou je sais pas quoi, et du coup, les filles, elles se sentent nulles en maths. Enfin, je sais pas quoi. Je sais plus c'est quoi exactement l'expérience. Mais moi, je me suis dit, bah ouais, en fait, carrément, c'est exactement ça. D'où l'importance des quotas et de représentation. Du coup, c'est hyper important. Donc, oui, je suis pour ces quotas. C'est très important. Il y a toujours quelqu'un en plus, pardon, excuse-moi, il y a toujours en plus, il y en a plein des femmes qui sont douées, il y a plein de personnes racisées qui sont douées, même si ce n'est pas le sujet de cette table ronde. Enfin, il y a plein de minorités qui sont douées, il faut juste les trouver. Quitte à, ok, mettre de côté des gens peut-être un peu plus doués, soi-disant, bah ouais, c'est nécessaire en fait. Rose, tu voulais rebondir? Oui, je trouve que la question des quotas, elle est très difficile et la réponse, elle n'est pas tout blanc, tout noir, c'est plus compliqué que ça. Je pense que dans un monde idéal, enfin, c'est même pas dans un monde idéal, c'est qu'il ne devrait pas y avoir besoin de quotas dans le sens où il y a autant de femmes qui sont qualifiées pour un tel sujet que d'hommes, voire plus, voire moins. Enfin, je sais, non, pas moins, mais en tout cas, il y a au moins autant d'hommes, autant de femmes qui sont aussi douées que les hommes dans des disciplines. Moi, pour ma part, je refuse d'être le quota d'un organisme qui n'a... Bon, ça m'est jamais arrivé, hein, on m'a jamais demandé ça, mais je refuserais d'être le quota d'un organisme qui ne s'est jamais penché sur la question de parité. Un galeriste qui organise des expositions en majorité masculine depuis des dizaines d'années et qui un jour a une lueur d'idées, se dit « Ah tiens, il faudrait peut-être que j'intègre des filles parce que c'est un peu la mode, etc. » Je refuserais d'être son quota. Après qu'une entreprise ou un organisme ait une vraie démarche intéressante de bon, bah, il y a des femmes qui sont douées, il faut maintenant qu'on bouge les choses, etc. Ça, oui. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est quelque chose auquel on a vachement à faire sur notamment les soirées électroniques à Paris. Pas vraiment. Enfin, moi, je l'ai vécu à travers mon association. On nous demande le quota féministe qui va tenir les tables de prévention, etc. Quand à côté, toute la soirée, n'a pas une once de féminisme, ça m'énerve, vraiment. Il faut qu'il y ait une démarche, il faut que la personne puisse montrer patte blanche, en fait. Être le quota de quelqu'un, c'est encore être envoyé à sa condition de femme, de lesbienne, de queer, et c'est une autre violence qui s'ajoute. C'est pour ça que c'est pas si facile de répondre à cette question. D'abord Anne, ensuite Alexandra, ensuite Louve. Oui, moi, je rejoins pas mal Rose là-dessus parce que moi, c'est une question à laquelle j'arrive pas trop à avoir de réponse parce que la discrimination positive, ça me paraît toujours un peu bizarre des fois. Je sais pas encore trop ce que j'en pense. Et en effet, le quota, c'est un peu moche. Alors, leur coller des amendes, why not? Mais leur donner de l'argent, mais alors certainement pas, quoi. C'est pas possible. On va pas les féliciter avec du fric, quand même, il faut pas abuser. Mais je pense simplement qu'en fait, il faut mettre des femmes et des personnes oppressées à des postes décisionnaires, en fait. Parce que le regard va être différent, du coup, l'intention va être différente. Et moi, je travaille là dans une société où je crois que non, ils se sont pas posé de questions de quota, où c'est les trois patrons, ils sont intelligents et du coup, ça leur pose pas de problème. Donc, il y a toutes les minorités représentées, il y a des personnes transgenres, il y a des gouines, il y a des PD, on est tous là et il n'y a pas de problème, ça n'a pas fait partie de notre CV pour pouvoir être embauché parce que voilà, ils demandent des qualités techniques de toute façon et c'est ça qui compte en premier lieu. Et du coup, là, c'est sain, c'est cool. Donc, je rejoins quand même beaucoup Rose là-dessus sur le quota et du coup, en plus,
quand on est militante, c'est compliqué parce qu'on participe clairement au pinkwashing. Enfin, moi, j'ai des copains dans le cinéma, ils en parlent de ce truc, des quotas de nanas à Cannes. Ça veut dire quoi le pinkwashing exactement? Alors, le pinkwashing, en gros, on avait la même chose d'ailleurs avec l'écologie qu'on appelait greenwashing. Le pinkwashing, c'est un peu une espèce de bienséance à deux balles d'un mec qui va se dire ok, le féminisme là c'est tendance, et du coup il va se dire ok, alors on va booker plein d'artistes féminines pour se donner une bonne image, alors qu'en fait dans le fond ça va pas changer. Donc moi je préfère clairement que ça sauterait en fait cette histoire de quota et de pinkwashing si c'était des femmes qui décidaient, ou des personnes racisées, ou des personnes LGBT par exemple. Je suis convaincue qu'il n'y aurait pas du tout cette réflexion là. Donc, il faut libérer les postes. Il y a des tas de projets sur lesquels ils font ça. En fait, ils revisitent leur direction pour justement amener de la diversité. Et après, tout devient naturel, quoi. Merci, Alexandra. Tu voulais rebondir? Non, mais c'est bon, ça m'a convaincue ce que Anne allait dire. De dire ce que j'allais dire avant. Bon, bah alors, Louve. Ouais, Anne a fait une grande partie du boulot, du coup, sur la question des quotas. Juste, j'ai fait mes devoirs. C'est bien. Et j'ai trouvé des chiffres, j'ai cherché des chiffres parce que j'ai aussi remarqué ça dans le militantisme, que tu vas toujours être en face de connards qui vont dire que ce que tu dis c'est faux, donc il faut ces arguments d'autorité qui souvent sont les chiffres. Du coup, je les ai. C'est des études qui sont assez vieilles parce que dans l'art contemporain, c'est assez dur de... Comme il n'y a pas de système salarial, c'est assez dur de vraiment faire des études, de compter qui est embauché où, etc., sauf dans les gens qui bossent dans les musées, mais pour les artistes, c'est compliqué. Mais tu as des chiffres, par exemple, en 2009, ça remonte à il y a un peu loin, il n'y avait que 18% de femmes artistes dans les collections du Centre Pompidou. Et en 2011, les fonds régionaux d'art contemporain, donc c'est un système public géré par l'État, géré par les régions. C'est des musées, il y en a un par région, et du coup, ils ont des collections permanentes, ils achètent des pièces tous les ans. En 2011, il y a 542 pièces qui ont été achetées dans toute la France, et seulement 132 réalisées par des artistes femmes. Du coup, ça fait 24%, donc un tout petit peu moins d'un quart. Donc, est-ce qu'il faut... Moi, je suis contre le principe de quota de base. Enfin, je suis contre cette chose de dire on va imposer aux gens d'être sympas. Parce que s'ils veulent pas l'être, ça restera des connards, et c'est là le problème. Mais d'un autre côté, ça peut être le moyen de faire réaliser aux gens qu'ils ont toujours été dans une mauvaise démarche et qu'ils ne sont pas ouverts l'esprit. Donc il y a ce double tranchant. Ça peut aider les gens à faire évoluer, mais le concept d'imposer aux gens d'être paritaires, c'est problématique de base. Mais je pense qu'il faut réfléchir à ça, à pourquoi il n'y a que 18% de femmes à Pompidou. Enfin, certes, c'était il y a une dizaine d'années maintenant, mais je ne suis pas sûre que ça ait énormément changé. Et les femmes artistes, elles sont là et elles font du travail de qualité. Et on ne peut pas se dire non, c'est juste que les femmes sont moins bonnes. Non, enfin, il faut arrêter cette hypocrisie. Et ça me met hors de moi à chaque fois qu'on parle de qualité de travail des femmes. Enfin, c'est juste de la mauvaise foi et c'est super dur d'en prouver que c'en est parce qu'on peut pas amener des quantités et des preuves que les femmes sont pas bonnes que les femmes sont pas bonnes du coup si on les représente pas dans les institutions. Et c'est le petit dessin du serpent qui se mord la queue. Je sais pas si vous voyez, enfin ça c'est super problématique et pardon. Non, vas-y. Non, ça y est. Bon, bah après Alexandra, et après j'aimerais bien l'avis du côté de la photo aussi pour les quotas. Ouais, mais je me disais juste que du coup, tu disais que tu trouvais ça plus problématique que on force les gens à être sympas, mais après, je me dis que ça peut devenir quelque chose de systématique. Du coup, ça va tellement rentrer dans la normalité que du coup, tout le monde en fait va mettre ses quotas de manière systématique, quoi. On va réussir à... Je sais pas. Ouais, sur une des anciennes, pardon, je t'ai coupé, mais sur une des anciennes tables rondes, justement, tu avais, je ne sais plus qui, mais qui disait que finalement, oui, l'histoire des quotas, c'est casse-pied, mais vu que les femmes ont été tellement invisibilisées, donc évidemment, il y en a moins de base, mais qu'il est maintenant important d'avoir les quotas pendant une période qui soit un peu relou,
mais histoire d'arriver au bout d'un moment à rééquilibrer et que ça redevienne naturel en fait. Et qu'en effet, il faut qu'on passe par cette période casse-pied et je suis d'accord avec vous. Hein, moi, je le vois avec la musique électronique. J'ai une pote bookeuse me disait que souvent, elle a des promoteurs qui l'appellent pour lui dire bon, t'as quoi comme femme dans ton roster et elle répond mais attends, moi, je veux bien que tu bookes des artistes à moi, mais tu les bookes parce que t'aimes ce qu'ils font comme musique et pas parce que c'est une femme. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve sur un côté qui est super pervers d'une certaine manière, parce que si c'est mal fait et qu'en fait, tu n'utilises pas les quotas pour toi, chercher de ton côté et essayer de découvrir justement des artistes femmes pour les pousser et que tu prends juste une meuf au pif pour remplir, bien sûr, c'est casse. Mais en effet, je crois que ça semble être la seule solution pour peut-être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, que ça redevienne de manière naturelle. Ça, c'était mon aparté. La photographie. Vous, de votre côté, comment ça se passe? Moi, quand j'ai fait mes recherches, ils avaient l'air d'être assez sympas avec les femmes. Alors, je ne me rends pas trop compte. Si je peux intervenir. En fait, la photographie, ça reste quand même un milieu qui est assez vaste. Et tu peux passer de la photo d'art au photojournalisme. Et ne serait-ce que ces deux milieux, ça n'a rien à voir. Et même dans les chiffres qu'on peut retrouver, tu ressens aussi ce décalage d'égalité homme-femme. Par exemple, il y a 60% des centres d'art qui sont dirigés par des femmes, 13% de femmes qui ont une carte de presse, 62% des prix sont remis à des hommes. Et en fait, même tu vois aussi il y a quand même une sorte de différenciation entre certains types de domaines de la photographie, quoi. Là, je ne sais pas si Clémentine, tu peux ajouter des choses par rapport à ça, mais même... je suis complètement... je suis d'accord avec toi et puis effectivement d'accord avec vous. C'est vrai que la photographie, c'est très large. Même le milieu de la photo de mode, c'est encore même très, très différent. Mais effectivement, ne serait-ce que juste dans la façon dont on va faire rentrer dans les collections publiques la photo d'art dite de photographe femme, évidemment, il y en a encore beaucoup moins que les hommes. Après, oui, j'étais aussi d'accord avec toi, Marion, sur le fait que peut-être que oui, on va être obligé de passer par une période un peu relou qui va faire qu'à un moment donné, ça va se rééquilibrer. Mais évidemment, personne n'a envie d'entrer dans la programmation d'une expo ou même de se faire engager sous prétexte qu'on est une femme parce qu'il faut des femmes. On a tous envie d'intervenir par notre talent, par notre valeur, par ce qu'on fait, ça c'est sûr. Mais du coup, oui, c'est très vaste. Après, effectivement, dans la photo, il y a peut-être le quota d'art. Je sais pas, il y a la photo d'art, mais il y a aussi peut-être le fait de, quand on travaille sur des prods, est-ce qu'on engage plus de photographes féminines, plus de photographes mecs? Moi, en termes de prod, j'ai peut-être moins eu cette impression-là. Mais en tout cas, dans le milieu de l'art et de l'art contemporain et de la photo d'art, oui, il y a encore un boulot énorme à faire et ça prend du temps, ça c'est clair. Il y a quand même, et c'est vrai, dont je rebondis une dernière fois, énormément de mauvaise foi, notamment, si je peux citer le directeur du festival de photojournalisme Visa pour l'image, Jean-François Leroy, qui a juste dit, à propos justement des quotas hommes-femmes, etc., et des dossiers qui sont reçus, un dossier de merde reste un dossier de merde. Donc ça, c'est vraiment, c'est clôturer la discussion, de dire... voilà, c'est tout. Il n'y a pas de discussion possible. Je ne vois pas comment on peut répondre à ça. Et juste, c'est aberrant. Et c'est quand même un directeur de festival hyper connu, reconnu. Et voilà, effectivement, je suis complètement d'accord avec Anne, ce que tu disais, quand effectivement les postes, il faut faire un vrai travail de fond sur les postes décisionnaires. Et c'est là où effectivement on pourra commencer à faire changer les choses, quoi. Et puis quand on voit que quand même notre ministre de la Culture a défendu Éric Zemmour suite à son agression publiquement, on se dit quand même qu'on est un peu mal barré, qui dit sur Twitter que c'est honteux qu'un homme se fasse agresser comme ça dans la rue. En plus, il s'est fait cracher dessus en plein Covid, c'est quand même une bonne blague. Mais on se dit, et alors, il n'y a pas de problème. En fait, il y a des drones pour surveiller les gamins en Seine-Saint-Denis qui sortent en plein confinement. Mais les nanas qui sont agressées H24 quand elles sortent, il n'y a pas de drone, il n'y a pas de ministre de la Culture pour nous défendre, quoi. On se dit, ouais, il y a un gros travail de fond à faire quand même.
Bah Euh, oui, mais c'est ça, on a 1000 ans de retard, quoi. et Donc, après, je c'est passerai bon la main à Rose, mais vas-y, Clémentine, pardon. Non, non, enfin, je Oui, rebondissais juste à ce que tu disais sur le fait que oui, on a beaucoup de retard et forcément, bah, tout prend du temps, quoi. Tout prend du ouais, temps. et puis pour rebondir aussi sur ce que Anna disait, là, la citation, enfin, quand c'est de la merde, c'est de la merde, c'était un truc du genre. Moi, je trouve que ce qui est dingue dans ce genre de remarques, c'est que c'est même pas constructif, en fait. Si tu as vraiment une remarque qui va permettre à la personne d'évoluer et de progresser dans son art, bon, bah, très bien, mais de dire que c'est de la merde pour de la merde, enfin, ça n'a aucun sens et aucune utilité. C'est vraiment juste cracher du venin à la gueule de la personne, quoi. Donc, on repassera. Merci. Je sais plus comment il s'appelle, mais j'ai pas trop envie de le côtoyer. Rose. Oui, moi je voulais rebondir sur, du coup, oui, un dossier de merde reste un dossier de merde. Faut quand même prendre en compte, ça s'est vu dans le sport, enfin, dans le foot féminin quand on a eu la Coupe du Monde aussi, c'est que de toute façon, tant qu'on ne donnera pas la confiance aux femmes de poursuivre dans une voie qui est difficile, elles seront moins bonnes en fait. Ça, c'est aussi un facteur qui arrive et qui est un fait. Ok, on peut dire que toutes les femmes, enfin que les femmes sont moins bonnes que les mecs, mais il faut aussi se poser la question de pourquoi les femmes sont moins bonnes que les mecs. Quand j'entends moins bonnes, c'est Oui, ironique. sûrement que ça peut être la technique aussi. Le foot féminin, par exemple, on avait dit oui, mais l'équipe de France se fait battre par les poussins de l'équipe de France masculine. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Peut-être parce qu'on ne donne pas le même accès au sport aux petites filles, peut-être parce que les femmes sont minorisées, que leurs mères sont minorisées, précarisées, je veux dire, pardon. On a moins accès à toutes les choses auxquelles les mecs ne se posent même pas la question de est-ce que j'y ai accès ou pas. Dans le sport, typiquement, est-ce que les femmes sont moins fortes parce qu'elles sont moins fortes de par le fait qu'elles soient des femmes, ou est-ce qu'elles sont moins fortes parce qu'on leur a pas donné la possibilité de devenir fortes, en fait? Et c'est pareil dans l'art. Nous, on peut pas poursuivre. On va tout de suite se diriger vers quelque chose qui est plus sécuritaire parce qu'on sait qu'on va en baver, en fait, tout simplement. On va en baver, tout va être plus difficile pour nous. Donc, on va moins aller dans les branches difficiles comme l'art, le sport, etc., quoi. Est-ce qu'il y en a une de vous qui veut rebondir sur Rose ou si c'est pas le cas, ça fait quoi? Ça fait une bonne heure et demie qu'on a abordé pas mal de sujets. Donc je pense qu'on est plutôt sur la fin quand même. Moi j'aime bien terminer sur des notes positives parce que c'est important et qu'en effet il y a plein de choses qui vont pas, mais il y a aussi de belles choses et qu'on travaille justement pour comment dire. Putain, j'allais dire mettre des paillettes dans les yeux et je me suis dit, la honte, quoi, de dire ça, franchement. Alors là, mon niveau culturel, je suis arrivée à moins, je sais pas combien. Donc bref, si chacune de vous, vous pouviez soit donner un mot de la fin qui soit sur une note positive, ou parler d'un projet, par exemple, qui est chouette à aller voir, ou vous, si vous avez mis quelque chose en place, ou même quelque chose enfin, bref, n'importe quoi, tant que ce soit positif et que ça donne de l'espoir aux personnes qui nous regarderont les prochains jours. Vu que je vois que Louve, tu avais l'air de sourire, alors je me suis dit que tu avais une idée en tête. Ouais, c'est bien de finir tout le temps sur quelque chose de positif et dire que je pense que le positif, on peut surtout le tirer de ce qu'on organise entre nous. Quand je dis nous, c'est les femmes, les personnes LGBT, les minorités. Et savoir qu'au final, même si on doit se construire en marge, la marge, c'est une marge d'entraide, si je peux dire ça comme ça. Enfin, je vois dans le milieu artistique et dans le milieu militant, enfin, la sororité, c'est hyper important. Et ça fait naître de beaux projets et je trouve que ça fait naître une ambition collective aussi, de se dire qu'on est capable ensemble à plusieurs. J'ai surtout remarqué ça, c'était au mois d'octobre dernier. Mon amie curatrice Cléo Farin, elle a créé une association Alienchi et je l'ai pas mal épaulée. Enfin, là, je l'aide sur le prochain projet d'exposition qui sera fin 2020. On a exposé que des meufs et c'est vraiment dans le but de promouvoir les artistes femmes, autant cis que transgenres et aussi non-binaires. Et en faisant cette expo, on s'est rendu compte qu'on était toutes trop contentes de bosser ensemble et de se donner de la visibilité les unes les autres. Et tout le taf qu'il y a en amont, il y a des copinelles qui ont mixé au vernissage et en fait on peut le faire sans les mecs, c'est possible de le faire et on le fera le temps qu'il faudra jusqu'à ce qu'ils nous laissent casser les portes de leurs institutions et qu'on bosse à côté d'eux, qu'on bosse à leur place. Enfin, il y a ça, je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur de vouloir prendre leur place, c'est super important. Enfin, en fait, tout doit tourner, c'est bon, ça va, je ne dis pas que votre heure elle est faite, mais il y a un moment où si on veut évoluer, il faut laisser la place aux autres. Et j'espère aussi que d'ici
la fin du confinement, la fin de l'épidémie, parce qu'il faut rester safe. J'espère qu'on pourra tous et toutes aller marcher ensemble dans la rue, aller en manif et en fait faire bouger les choses par la marge, parce que les femmes, on est marginalisées depuis le début et on s'approprie cette marge et je pense qu'il faut la faire briller maintenant, il faut qu'elle prenne la place qu'elle mérite et que s'il faut, on remplacera les institutions, c'est pas grave, mais on va pas juste rester là sans rien faire dans notre condition de douceur et d'être voué à la maternité, quoi. C'est... Non. Je voyais que Rose, elle hochait pas mal la tête quand tu parlais. Donc, si tu veux donner un mot de la fin, ce serait lequel pour toi? Ouais, moi, ce serait qu'il faut pas, et je rejoins vachement Lou là-dessus, il faut pas du tout attendre que les institutions bougent d'elles-mêmes. Aucune lutte ne s'est gagnée grâce aux oppresseurs et grâce aux privilégiés et aux personnes qui avaient tous ces privilèges. Elle s'est gagnée par les gens d'en bas qui se sont battus. Faut pas attendre qu'il y ait des initiatives de la part des hommes et des grandes institutions. Il faut faire nos propres initiatives et je finirai en disant que faut garder en tête qu'on peut vraiment tout faire en fait. Il n'y a pas de... Je prendrais pour exemple, quand on est allé, enfin moi j'y étais, mais investir le tapis rouge pendant la soirée des Césars, ce moment où on a réussi, on n'était que des meufs, à faire basculer la barrière qui est tombée sur le tapis rouge et qu'on a réussi à aller sur le tapis rouge, on se rend compte qu'en fait, d'un rien, si on est soudé et qu'on est convaincu par ce qu'on fait, on peut tout faire en fait. Il y a pas de limite. Le monde nous appartient. Ouais, je crois que souvent, souvent quand on est petite, on nous met aussi, enfin souvent en tant que fille, on s'excuse du fait d'être là, on a peur de déranger. Et c'est vrai que quand on grandit et si on arrive, parce que c'est pas forcément évident comme chemin à faire soi-même, mais une fois qu'on comprend que finalement tout est possible et il faut juste se donner la volonté et se dire que c'est pas grave si on dérange d'autres personnes, je crois que quand on a ce déclic-là, après ça commence à devenir plus simple. Mais c'est vrai qu'il faut en général pas mal de temps et moi, la première, je continue à m'excuser pour plein de choses alors que j'ai pas du tout lieu de m'excuser et que je suis là à mon rôle et que je suis juste en train de m'exprimer. Je sais pas. Anne, si tu as un dernier mot? Mais moi, le truc que j'ai à dire, c'est que je connais plein de meufs qui tabassent. Hein. Franchement, peu importe leur job, moi j'hallucine. Hein. Là, de toutes les femmes que je connais, toutes elles m'inspirent tout le temps. Elles sont hyper calées en tout. Elles vont à l'information. Elles sont hyper pertinentes. Enfin moi, j'ai pas vraiment besoin d'aller très très loin. Je suis au bout de mon couloir, ma voisine en fait. Donc en fait, on est déjà là, quoi. C'est juste ce que j'ai à dire. Anna, s'il te plaît. Eh ben, je rejoins ce qui a été dit et en fait, c'est surtout continuer de s'exprimer, d'ouvrir sa bouche et de créer, quoi. C'est par la parole et l'art qu'on arrivera à s'affirmer, à dire qu'on est là et à faire bouger les choses avec encore plus de beau dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est et voilà, tout simplement. Alexandra? Ouais, tout pareil. J'avais préparé un truc et puis là, à t'écouter, j'ai complètement zappé. Non, à dire, moi, je continue à avoir ce truc où je m'excuse et des fois, tu sais, je me prends en flag en train de m'excuser pour un truc trop con et je commence à arrêter de le faire, tout simplement parce que je grandis et que via mon art, genre, j'ai quand même la chance d'être entourée de femmes complètement exceptionnelles tout le temps, notamment là où je travaille. Et surtout de tatouer des jeunes femmes et des femmes en général. 80% de ma clientèle, ça reste des femmes. J'ai oublié de le dire quand même, les femmes se font de plus en plus tatouer. Donc, je suis très heureuse de parler avec elles à chaque séance. C'est vraiment cool. Et à dire aux autres, consommer de l'art féministe, féminin, LGBT et tout ça, aider les minorités. Et puis voilà quoi. Venez au Velvet Moon Tattoo si c'est un safe space. Et puis on met en avant des super femmes tatoueuses et pas que des femmes, mais des gens très très bien qui font un travail exceptionnel vraiment. Voilà. Merci Alexandra et Clémentine pour clôturer ce beau panel. Ouais, non, moi aussi, du coup, je rejoins un peu tout ce que vous disiez. Moi aussi, je suis assez épatée par la force des femmes en règle générale.
Et puis effectivement, on voit que les choses bougent et que que la parole a une force inouïe. Et c'est ça qui est hyper intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de femmes qui prennent la parole, qui se rendent visibles, qui écrivent aussi. Enfin, moi, il y a quelques années, j'ai découvert la littérature féministe et en fait, je me suis dit, ah putain, là, je comprends la force des mots alors que je lisais pas mal de choses avant, mais je pense que j'avais pas compris l'ampleur même la façon dont ça a résonné en moi. Et même je vois par exemple, je trouve ça génial qu'un bouquin comme Les sorcières de Mona Chollet, par exemple, devienne complètement viral et soit presque premier des ventes. Tu te dis putain, bah ouais, c'est génial, ça veut dire que le message passe, ça veut dire que les femmes sont intelligentes, s'informent. Et oui, je rebondis aussi sur la sororité. Je pense que oui, il faut continuer à créer, à monter des projets, à se rendre visible par des expositions, par des projets intempestifs. Et puis ouais, continuer à faire du bruit, continuer à faire la fête et puis passer des bons moments ensemble. Et puis ouais, continuer à aller marcher ensemble. D'ailleurs, le 8 mars, c'était hyper beau. Enfin, je me suis dit... je vous voyais, il y avait plein de filles super jeunes et je me disais, ah, c'est cool, même des nanas qui avaient l'air d'avoir, je sais pas, 14-15 ans et je me disais, ah, c'est chouette quand même, il y a un truc où des très jeunes femmes commencent aussi à se mobiliser et à comprendre des choses, donc c'est que le message passe et ça, je trouvais ça assez chouette. Merci Clémentine, je ne savais pas si tu avais fini ta phrase, pardon. Bon, bah, moi, je vais toutes vous remercier aussi parce que je vous ai prévenu un peu à la dernière minute. En même temps, vu que le projet est né à la dernière minute, je ne pouvais pas faire plus tôt. J'espère déjà que ça vous a plu. Je sais que pour certaines, c'était votre première table ronde et j'espère que vous vous sentiez à l'aise. J'espère aussi que ça pourra permettre de créer des synergies positives, que ça aura peut-être ça va permettre des projets à l'avenir ou de vous rencontrer dans la vraie vie et donc de créer ensemble. Voilà, moi j'étais super contente de vous avoir en tout cas. J'espère que c'était que le début et que c'est pas une fin là, cette fin de conversation et j'espère qu'on pourra toutes bientôt se voir dans la vraie vie et faire de belles choses ensemble et avec un peu de garçon, mais pas trop.